Au niveau de la recherche clinique, et il y a peut-être certains d'entre vous qui ont été approchés pour participer à de la recherche clinique, c'est à travers de ce genre de recherche-là qu'on est capable de dériver ou de donner des lignes directrices des meilleurs traitements qu'on puisse donner à quelqu'un qui est atteint d'un cancer. Alors souvent, qu'est-ce que ça va être? C'est qu'on va essayer de tester une nouvelle thérapie contre la thérapie conventionnelle pour voir est-ce que cette nouvelle approche-là est mieux, le même ou pire de ce qu'on fait déjà aujourd'hui en pratique. La recherche clinique peut aussi être au niveau de différentes, par exemple, des techniques chirurgicales pour voir est-ce que, par exemple, la paroscopie ou la laparotomie est meilleure, ou ça peut être au niveau de tests. Par exemple, est-ce que on peut, si on contrôle pour l'expression de certains gènes, est-ce qu'une thérapie spécifique est meilleure qu'une autre? Donc ça, c'est en général la recherche clinique. Les deux autres formes de recherche sont très liées à cette recherche clinique-là. C'est la recherche translationnelle et la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, elle, essaie de comprendre qu'est-ce qui arrive dans une cellule tumorale qui la rend si différente d'une cellule normale. Alors, quels sont les points de contrôle qui ont été perdus? Quelles sont les plus importantes qui font que la cellule ne répond pas au signal de façon normale ou qui arrive à évader toutes les défenses que notre corps a contre le cancer? La recherche translationnelle, elle, fait le pont entre la clinique et la fondamentale. D'une part, du côté clinique, elle va chercher une question importante, comme par exemple la résistance aux chimiothérapies. Et elle va faire le pont avec la recherche fondamentale, qu'est-ce qui se passe dans la cellule tumorale pour voir est-ce qu'il y a un moyen de prendre les découvertes qu'on a faites à la paillasse et les utiliser pour améliorer notre pratique clinique. Donc, c'est important parce que c'est comme ça qu'on réussit à identifier des nouvelles pistes de solutions pour la prise en charge de quelqu'un qui a le cancer de l'ovaire. Dans le prochain diapo, je vous parle de certains thèmes qui sont émergents, mais qui ne sont pas nécessairement spécifiques au cancer de l'ovaire, mais que vous entendez peut-être parler au niveau de, si vous faites la recherche sur les sites Internet ou dans les journaux, c'est les pistes ou les voies de recherche qui, de nos jours, sont très prometteurs. Alors, parmi ces thèmes émergents-là, il y a celle des cellules souches du cancer, qui sont différentes de cellules souches normales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une cellule souche? Alors, essentiellement, ça veut dire que au moment de la fécondation, on a un œuf qui est fécondé, puis qui est capable de reproduire tous les tissus du corps. Donc, elle a des propriétés qui lui sont vraiment spéciales, parce qu'une fois qu'on a une cellule de la peau, ben cette cellule de la peau, normalement, elle ne peut pas créer un nouveau bébé. Alors, les cellules souches, c'est eux qui ont encore toute la capacité de former tous les types cellulaires. Ce n'est pas exactement ce qu'on veut dire au niveau du cancer quand on dit une cellule souche. C'est une cellule qui est c'est la cellule qui est initiatrice du cancer. Et il y a une certaine tendance à croire qu'un cancer, quand on sort, pas toutes les cellules sont homogènes. Il y a des cellules qui poussent très, très rapidement, et qui répondent peut-être très, très bien à la chimiothérapie. Mais il y a d'autres cellules qui poussent peut-être plus comme des cellules normales, qui peuvent rentrer dans même un état de dormance, mais qui peuvent revenir. Et ces cellules-là sont peut-être une des explications des récidives et que le fait que nos traitements ne sont pas aussi efficaces qu'on voudrait. Un autre concept au thème émergent, c'est les cellules tumorales circulantes. Alors ça, les grandes études cliniques qui se sont faites surtout au niveau du cancer du sein et de la prostate, mais on commence dans d'autres cancers aussi,
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que bien qu'on a un cancer de l'ovaire, certains de ces cellules cancéreuses-là arrivent dans le système sanguin. Et ils sont probablement importantes éventuellement pour les métastases à distance, celles qu'on trouve au foie, au cerveau ou à d'autres sites. Et l'étude de ces cellules-là est intéressante au niveau clinique parce qu'on a observé que quand une personne répond bien aux chimios, au lieu d'être obligé d'attendre plusieurs semaines ou mois pour voir si le traitement était efficace, on peut juste regarder au niveau des cellules tumorales circulantes et si elles baissent rapidement, ça nous suggère que quelqu'un est en train de bien répondre au traitement. Mais si elles restent au même niveau dans le sang, ça nous suggère que c'est quelqu'un qui a déjà une résistance au traitement et peut-être qu'on devrait changer plus rapidement les thérapies qu'on lui offre. Et d'où l'intérêt dans les cellules tumorales circulantes, au moins dans un but clinique très rapproché. Ensuite, vous avez probablement entendu quelque chose qui s'appelle la médecine personnalisée. Puis on peut se poser la question, mais c'est quoi ça de la médecine personnalisée? Je suis une personne, j'espère que mon docteur me traite comme une personne déjà. La médecine personnalisée, dans le sens qu'on l'utilise aujourd'hui, ne veut pas dire exactement ça. Ça veut dire qu'on comprend que chaque personne est différente, chaque tumeur est différente et donc notre stratégie thérapeutique doit être bien aiguisée pour bien faire la prise en charge. On appelle cette médecine-là aussi une médecine stratifiée où on dit il y a peut-être 2 personnes qui ont un cancer de l'ovaire, mais si on sait que ce cancer-là, il est différent, peut-être le bon traitement pour la personne numéro 1 n'est pas le même traitement qu'on devrait donner à la personne numéro 2. Donc, ça nous permet de vraiment faire des sous-groupes de patients, d'éviter des toxicités des approches qui sont inefficaces et de bien cibler de façon plus efficace des thérapies vers ceux qui vont répondre. Ensuite, je vais passer plus rapidement sur d'autres, les 4 autres, parce que c'est vraiment des concepts plus complexes. Mais juste pour dire qu'on comprend maintenant, par exemple, que le micro-environnement tumoral, il est très important. Donc, la tumeur ne vit pas dans un vide, mais elle vit à côté d'autres cellules qui sont plus ou moins normales. Et l'interaction entre la cellule cancéreuse et les cellules normales dans l'environ sont très importants. En immuno-oncologie, c'est un thème qui dit on comprend maintenant que notre système immunitaire, donc ce qui nous défend contre les infections quand on a un rhume, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de se guérir, il est très important aussi pour essayer de contrôler une cellule cancéreuse. Et souvent, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a un cancer se développe et se déclare? C'est parce que le système immunitaire a perdu cette bataille-là contre la cellule cancéreuse et c'est le cancer qui emporte. Donc, trouver des stratégies pour réactiver notre cellule immunitaire pourrait faire que on pourrait commencer avec les cellules de notre corps de lutter contre le cancer directement. Les virus oncolytiques, c'est des cellules tumorales, c'est des cellules qui sont très anormales. Et lorsqu'ils deviennent anormales, des fois, ils deviennent plus forts pour pousser dans le corps, mais peut-être plus faibles dans d'autres caractéristiques d'une cellule. Puis une des caractéristiques, c'est la capacité de se combattre contre les infections. Et qu'est-ce qu'on a observé, c'est que certains virus, ça peut être différents types, ça peut être des virus aussi simples que le virus de rhume, sont capables d'attaquer les cellules tumorales, les tuer, bien que les cellules normales avoisinantes ont une bonne défense contre ces virus-là. Alors, on a commencé à des essais cliniques pour commencer à voir est-ce qu'on peut utiliser ce genre de stratégie d'infection virale pour essayer de contrôler un virus. Et finalement, dans l'oncogénomique, il y a eu une explosion dans les dernières 10 ans dans les techniques qu'on a pour étudier le génome d'une cellule. C'est quoi le génome? C'est l'ADN qui se retrouve dans notre cellule. C'est qu'est-ce qui est muté dans un cancer.
Et donc, on est capable maintenant de regarder sur le génome complet d'une personne pour voir dans la cellule cancéreuse toutes les mutations qu'on puisse retrouver, puis essayer de faire le lien entre le développement de cancer et déguiser nos thérapies thérapeutiques basées sur le génome du cancer. Je vous ai donné les différents types de recherches, puis parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le cancer de l'ovaire, c'est que j'ai repris chacun des types de recherches pour vous parler de recherches qui se fait couramment au Canada dans ces domaines-là, mais ce n'est que des exemples de la recherche qui est en cours. Alors, en épidémiologie, un des nouveaux concepts, c'est que des fois, le cancer de l'ovaire développe peut-être même pas de l'ovaire, mais commence dans le trompe de Fallope, ou peut-être c'est des cellules ovariennes, mais qui peuvent s'installer dans le trompe de Fallope. Peut-être le trompe de Fallope, c'est un nid dans lequel poussent les cellules cancéreuses. Et donc, il y a eu un groupe en Colombie-Britannique qui a suggéré que lorsque les femmes se font faire des hystérectomies, normalement, on laisse le trompe de Fallope et l'ovaire. S'ils ont des hystérectomies pour des fibromes ou d'autres raisons. Et leur recommandation, suite à cette découverte-là que le trompe de Fallope pourrait être un nid pour le cancer, ça serait que si on enlèverait de façon prophylactique, ça veut dire juste en prévention, les trompes de Fallope, on pourrait avoir un impact sur l'incidence du cancer de l'ovaire. Alors, cette notion est maintenant lancée, mais elle n'est pas prouvée parce que c'est juste quelqu'un qui a une théorie que ça pourrait aider. Alors là, il faut poursuivre une recherche pour vraiment valider cette approche-là. Parce que qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? C'est de comparer des femmes qui n'ont pas eu d'hystérectomie, ceux qui en ont, puis ceux dont le trompe sont enlevés, puis voir est-ce que ça a un impact, oui ou non, sur l'incidence du cancer de l'ovaire. Et c'est important, on pourrait dire, ben on peut juste enlever les trompes de Fallope puis pas s'inquiéter, est-ce que c'est bénéfique ou non. Mais c'est une chirurgie qui est plus longue, plus fastidieuse, puis avec qui pourrait avoir plus de problèmes. Donc, on ne veut pas introduire une étape de plus si finalement c'est pas utile dans la prévention du cancer de l'ovaire. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment poser la question bien. Présentement, il y a un chercheur canadien au CHUM, Anita Kouchik, qui a une étude qu'on appelle un cas contrôle, qui regarde les facteurs génétiques et les facteurs qui sont modifiables, par exemple la prise de vitamine D, pour voir s'ils sont associés avec le risque éventuellement de développer un cancer de l'ovaire. Au niveau de la recherche clinique, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'études cliniques qui sont en cours en cancer de l'ovaire. Puis c'est pas toujours des nouveaux médicaments. Par exemple, on a des études qu'on appelle de séquençage métronomique de la thérapie. C'est quoi ça? C'est que au lieu de donner des fortes doses de chimio sur une courte période de temps, l'idée est-ce qu'on peut être aussi efficace en donnant des plus petites doses à tous les jours pour des plus longues périodes. Pourquoi est-ce que ça pourrait être bénéfique? Parce que si c'est aussi efficace d'utiliser ce genre de séquençage-là, c'est que ça protège beaucoup la moelle osseuse des patients et donc la qualité de vie, la capacité de résister aux infections, à l'anémie, c'est toutes des choses qui pourraient être diminuées avec un séquençage métronomique. Aussi, la plupart du temps, on a une thérapie par intraveineux ou orale, mais parce que le cancer de l'ovaire, en particulier, c'est un cancer qui se développe dans la péritoine, une des stratégies, c'est de dire on va essayer de livrer notre chimiothérapie directement où se trouve le cancer et donc dans le ventre de la personne, au niveau du péritoine. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a l'opération,
on pose ce qu'on appelle un stent, c'est la capacité d'introduire la chimio directement au niveau de la péritoine. Et il y a des indices, des études préliminaires qui suggèrent que ça a un impact positif sur la survie des patients. Il y a aussi des idées qui viennent, on sait particulièrement pour les cancers de type mucineux de l'ovaire, qui sont apparentés de façon génétique au cancer gastrique. On sait qu'au niveau de ces cancers-là, une chimiothérapie qu'on appelle à haute température, donc on l'introduit intrapéritonéal maintenant, mais il est chauffé légèrement, donc plus chaud, est aussi très bénéfique au niveau de d'être capable de contrôler le cancer. Donc, c'est une approche qui est maintenant regardée dans le cancer de l'ovaire.